Bon, bonjour. Alors, si vous permettez, on va continuer le cours qu'on a déjà commencé auparavant lorsqu'on était ensemble. Mais étant donné les circonstances, on va euh, enregistrer le cours pour vous, bien sûr, et j'espère que le courant passera. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté à la corrélation entre champ faible et champ fort. Et on va bien sûr par la suite introduire ce qu'on appelle le diagramme Tanabe-Sugano. Alors, comme on l'a déjà dit, que dans une liaison chimique euh, concernant les complexes, la liaison n'est pas purement unique ni purement covalente. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire, il a un caractère, un pourcentage de caractère unique et un pourcentage de caractère covalent. Et c'est pour cela que la réalité, en fait, elle se trouve entre les deux. D'accord? Et donc, la réalité étant souvent intermédiaire entre champ faible et champ fort. Et on établit une corrélation terme à terme de l'approche champ faible, champ fort. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'ion libre, vous avez les termes spectroscopiques. D'accord? Lorsque vous avez un champ fort, vous avez les configurations qui sont ici devant vous. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, nous, on veut voir ce qui se passe entre les deux. Sachant que lorsque vous avez l'ion libre, vous avez les termes spectroscopiques qui vont éclater pour donner les représentations qui sont devant vous. La même chose pour les configurations que vous avez ici, là, T2, 2, T2, E et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a deux électrons sur l'orbital T2. Là, il y a un électron sur l'orbital T2 et un orbital sur l'orbital E, et l'autre est excité, c'est-à-dire lorsqu'il y aura deux électrons sur l'orbital E, sachant qu'on est bien sûr en train de parler de la configuration des deux, d'accord, dans un environnement octaédrique, d'accord. Donc, lorsqu'on a ce cas de figure, on va bien sûr essayer de tracer le diagramme de corrélation entre les deux états, c'est-à-dire lorsqu'on a champ faible et lorsqu'on a champ fort. Donc là, si vous voulez, vous voyez ce qui se passe. Voilà, on passe bien sûr, d'accord, d'un diagramme avec bien sûr champ faible et un diagramme avec champ fort. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment évoluent les niveaux énergétiques lorsqu'on est dans un état intermédiaire entre champ faible et champ fort. Donc ça, c'est un exemple qui concerne bien sûr l'orbital atomique D2 dans un environnement octaédrique. D'accord? Alors, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser plutôt un environnement tétraédrique, mais on va conserver toujours le D2. OK, voilà, D2 dans un environnement tétraédrique. Et comme vous le savez, lorsqu'on passe de l'environnement octaédrique à tétraédrique, les niveaux vont être inversés comme vous les voyez ici. Hein, d'accord? Par exemple, là, vous voyez tout à l'heure que le E était un état excité, maintenant il est devenu à l'état fondamental. Et bien sûr, l'état qui était tout à l'heure fondamental est devenu état excité, c'est-à-dire il y a inversement du niveau lorsqu'on passe d'un environnement octaédrique vers un environnement tétraédrique. Et ça, bien sûr, on l'a déjà vu en cours auparavant. Alors, donc les corrélations, toujours la même chose. Voilà. Donc voilà comment ça va être votre diagramme de corrélation. Et donc tout ce que nous intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux états, c'est-à-dire à savoir champ faible et champ fort pour un environnement tétraédrique. D'accord? C'est ce qu'on appelle la corrélation, d'accord, entre un champ faible et un champ fort.
Alors ça, c'est un exemple, bien sûr, c'est le cas du vanadium, c'est un D2, ok. Alors vous voyez que vous reconnaissez déjà les termes spectroscopiques correspondant à l'ion libre, qu'on a déjà vu en cours et en TD aussi, d'accord? Ici, lorsqu'on a bien sûr un champ faible, vous avez éclatement des termes spectroscopiques qui sont ici devant vous pour donner les représentations qui sont là. D'accord? Alors, de l'autre côté, lorsqu'on est en champ fort, vous voyez que les configurations électroniques qui sont ici, T2, G2, voilà, ou bien E1, G1, T1, G1 et E2, G2, ça éclate à son tour lorsqu'il y a un champ fort. Mais, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qui se passe réellement dans un complexe, par exemple lorsque le vanadium est incorporé dans un champ cristallin, ce qui se passe, c'est entre un champ faible et un champ fort. Donc ça veut dire que tout se passe ici dans ce domaine et on verra bien sûr comment et de quoi s'agit-il. Voilà. Donc ça concerne le diagramme de corrélation. Alors, s'il vous plaît, on va essayer maintenant de détailler les choses un peu plus. D'accord? Alors, on va toujours travailler sur un D2, un 4 simple. Donc, là, ce sont les termes spectroscopiques qu'on vient de voir. Et comme on l'a déjà vu, bien sûr, les termes spectroscopiques vont éclater sur les du champ cristallin. Par exemple, F3, ça va donner A3 2G plus T1 3G plus T2 3 T2G3. Voilà, D1 la même chose, P3, etc., etc. Alors l'état fondamental, comme on l'a déjà vu, c'est F3. Ce F3, il va éclater en trois niveaux, c'est-à-dire il va y avoir un éclatement de ces représentations. Donc vous voyez que la configuration, c'est-à-dire la représentation la plus stable, c'est T1G, d'accord, 3. Il y a après T2G3 et en dernier, il y a TAA2G3. Alors, bien sûr, maintenant, on connaît comment ils vont être répartis ces niveaux énergétiques, mais la question qu'on peut se poser, quelle est l'énergie des termes dans le champ cristallin? C'est-à-dire chaque terme que vous voyez ici, quelle est sa valeur, quelle est son énergie. D'accord? C'est parce que c'est ça ce qui nous intéresse pour pouvoir interpréter les spectres d'absorption. D'accord? Alors, on va voir les choses petit à petit. Alors, pour représenter bien sûr les niveaux énergétiques des termes, on va utiliser un certain nombre de paramètres qu'on va voir tout de suite. Donc les leviers de la dégénérescence sont dus soit aux répulsions électroniques, comme vous le voyez, et comme vous l'avez déjà vu bien sûr, d'accord? Donc il y a les paramètres A, B et C, c'est les paramètres de Raka, et il y a aussi l'effet du champ cristallin. Alors, donc l'énergie, elle dépend de A, B, C et de delta. On a déjà vu comment on peut éliminer le A, et comment on peut éliminer aussi le C? Pourquoi? Parce que A, il est inutile au sein d'une même configuration. Et C n'intervient que pour les transitions interdites. Donc ça, c'est éliminé. Donc ce qui nous reste dans cette expression, E égale fonction de A, B, C et delta. Ce qui nous reste, c'est E égale fonction de B et de delta. Alors, finalement, on a éliminé le A et on a éliminé le C. Ce qui nous reste, comme je viens de le dire, c'est B et delta. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Maintenant, on va représenter l'évolution des niveaux d'énergie en fonction de delta. Et on va bien sûr représenter E sur B en fonction de delta sur B. Et ça va nous permettre d'obtenir le diagramme de Tanab et Sugano. D'accord? Donc le diagramme de Tanab et Sugano est obtenu lorsqu'on trace E sur B en fonction de delta sur B, sachant que E, c'est l'énergie, B, c'est le paramètre de Raka, delta, c'est la valeur du champ cristallin. D'accord? Alors, donc, diagramme de Tanabe-Sugano. Alors,
M. Tanab et M. Sugano ont calculé des diagrammes énergétiques pour toutes les configurations Dn pour une symétrie cubique en fonction du rapport delta sur B. Donc ça veut dire que ces diagrammes résultent d'un calcul qui a été effectué par ces deux auteurs, d'accord, et qui nous ont permis d'avoir bien sûr, qui nous ont permis d'avoir les diagrammes qu'on vient d'introduire. Alors, les diagrammes de Tanabe-Sugano donc, ont été établis selon des règles, et en particulier, la première règle, tout d'abord, les unités des axes sont rapportées au paramètre B, parce qu'on vous vous rappelez, on divise par B. On a E sur B et on a delta sur B. Et la valeur de B choisie dépend de l'ion métallique considéré. Donc ça veut dire que, bien sûr, B dépend de l'ion métallique. Alors, la deuxième règle, c'est que l'énergie de l'état fondamental est en prix égal à 0 pour toute valeur de delta. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va choisir un point de départ. On va choisir l'origine. Alors, l'origine, ce sera bien sûr l'état fondamental et pour cet état fondamental, l'énergie va être égale à 0, c'est-à-dire c'est le point de départ. Alors pour les configurations par exemple D4, D5, D6 et D7, l'état fondamental changera lors de la transition spin haut, spin bas. C'est-à-dire ce qui cause l'apparition de points de rebroussement artificiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsqu'on passe du champ faible au champ fort, par exemple, voilà, on a E sur B et on a delta sur B. Alors, bien sûr, on a dit que l'énergie fondamentale de l'état fondamental est égale à 0. Mais il y a, comme on le verra par la suite, bien sûr, il y a des cas où cet état fondamental, imaginons par exemple que, voilà, j'ai un état fondamental qui est issu d'un terme spectroscopique. Voilà là, elle est là. D'accord? Alors ça, c'est l'état fondamental lorsqu'on est dans le domaine champ faible. Et lorsqu'on passe au domaine du champ fort, qu'est-ce qui se passe? Cet état fondamental n'est plus un état fondamental, il deviendra un état excité. Et un autre état qui était état excité, auparavant, il deviendra état fondamental. C'est ça ce que ça veut dire, tout ce que je viens de dire. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que il y a des diagrammes, on verra, d'accord, de Tanabe-Sugano, où vous avez l'état fondamental reste tout le temps. L'état fondamental, ça ne change pas. Mais il y a des cas, des configurations qu'on a vu tout à l'heure, où vous avez l'état fondamental deviendra état excité lorsqu'on passe du champ faible au champ fort. Ou aussi, il y a un état qui était excité dans le domaine du champ faible qui deviendra état fondamental lorsqu'on est en champ fort. OK? Alors, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que ce que je viens de dire, je reprends si vous voulez, comme ça va être plus clair. D'accord? Normalement, lorsqu'on a un état fondamental, il correspond à l'état où l'énergie est égale à 0. Mais il y a des configurations telles que D4, D5, D6 et D7 où il y a un changement. Ça veut dire quoi? L'état fondamental qui était fondamental dans le champ faible deviendra état excité et un autre état qui était excité auparavant dans le champ faible, il deviendra état fondamental. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail sur des exemples par la suite. Alors, maintenant, lorsque delta
sur B est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'ion libre. Il n'y a pas de champ. Alors dans ce cas-là, on trouve quoi? Les termes spectroscopiques de l'ion libre qu'on a déjà vu en cours et en TD. D'accord? Alors pour la valeur la plus élevée de ce rapport, c'est-à-dire de delta sur P, on est dans la situation du champ fort. C'est-à-dire parce qu'effectivement, comme on l'a déjà expliqué ici, voilà, voilà. Alors, il y a le champ faible. Donc par exemple, pour delta sur B égale à 0, vous avez les termes spectroscopiques. On a déjà vu ça. D'accord? Mais au fur et à mesure que delta sur B augmente, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a une augmentation de la valeur de delta, ce qui fait il y a bien sûr des niveaux énergétiques, par exemple un niveau fondamental qui est là, il y a des niveaux excités, il y a ça, il y a ça, il y a plein de choses. De toute façon, on verra les exemples tout à l'heure, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème, hein, d'accord? On verra les exemples beaucoup plus en détail. Donc, comme je viens de le dire, lorsque la valeur de delta la valeur de delta sur B est égale à 0, on retrouve le terme, bien sûr, de l'ion libre, c'est-à-dire lorsque le delta égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ. Ok, on retrouve bien sûr là les termes de l'ion libre, c'est-à-dire le terme spectroscopique de l'ion libre. Pour la valeur la plus élevée de ce rapport, on est dans la situation de champ fort, c'est-à-dire lorsque la valeur de delta est très grande, donc on est dans le champ fort. Alors l'origine du niveau spectroscopique est donnée entre parenthèses, c'est-à-dire, de toute façon, on va voir des exemples tout à l'heure, comme ça, on va mieux éclaircir ce genre de situation. Voilà, un exemple, il est là. Très bien. OK. Alors, voilà, ça c'est le D2 de tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici pour delta sur B est égal à 0, vous avez là, quoi? Les termes spectroscopiques de l'ion libre. Vous avez les termes spectroscopiques de l'ion libre. Lorsque l'ion est incorporé dans un champ cristallin, il y aura éclatement des niveaux, comme on l'a déjà vu. Par exemple, F3, il va éclater pour donner quoi? Pour donner T1, 3, et T2, 3, et A2, 3. D1 va éclater, P3 va éclater, etc., etc. OK? Alors, j'ai dit tout à l'heure que on donne l'origine, par exemple T1, 3, il provient de quoi? Du terme spectroscopique F. Voilà, c'est son origine. Ça vient T1, T2, 1, ça vient de D, il est là. Et E1, ça vient de D, voilà, d'accord, etc., etc. D'accord? Donc voilà, il y a des tas d'exemples comme ça. Et de toute façon, là, vous avez déjà les différents diagrammes, je les ai déjà distribués. Alors maintenant, lorsqu'on regarde par exemple cette courbure, si je reviens ici, voilà, la courbure qui est ici de la représentation A1A et la courbure de cette représentation A1A. Mais ils ont la même notation, mais ils ont des origines différentes. Ça, A1A, ça provient ici de G, et ça provient de S. Eh bien, c'est ce que je veux dire. Les courbures des lignes représentatives de l'énergie des niveaux en fonction de l'état est due à l'interaction de deux niveaux ayant la même représentation. Alors, dans notre cas, on parle de quelle représentation? On parle de la représentation de A1. C'est la même, mais ils ont des origines différentes. D'accord?
mais issus des termes différents de l'ion libre. Par exemple, les niveaux A1, 1G et A1 qui provient de S pour un ion D2. D'accord? Donc il y a ce genre de situation lorsqu'on a bien sûr la même représentation, mais les de représentation issues de deux termes différents. Ici, il y a le A11 qui provient de G et le A11 qui provient de S. Un autre point, s'il vous plaît, lors de l'emploi du diagramme de Tanabe-Sugano, les propriétés suivantes seront utilisées. La première propriété, c'est que lorsque la symétrie est octaédrique, on remplace delta sur B par O, delta indice O, B. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez, au lieu de delta, vous avez un delta octaédrique. Et on ajoute aussi les labels au niveau du suffixe. Par exemple, tout à l'heure, A1, 1, quoi? On ajoute G. Pourquoi? Ça indique quoi? La présence d'un centre d'inversion. Lorsqu'on est en tétraédrique, il n'y a pas de G. Okay? Lorsqu'on est en OH, on ajoute un O pour delta et on ajoute un G pour les représentations. Alors l'ordre des termes de l'ion libre classés par énergie croissante est identique pour un ion Dn et pour un ion D10 moins N. Vous vous rappelez, je vous ai déjà donné les règles. D'accord? Donc l'ordre des termes de l'ion libre, d'accord, classé par énergie croissante est identique pour Dn et D10 moins N. Par contre, l'éclatement des niveaux issus de ces termes lors de l'application de la perturbation du champ des ligandes dépend de la symétrie de ce champ. D'accord? Et bien sûr de la configuration des DN. On va voir comment. D'accord? Alors concrètement, l'éclatement pour un ion Dn obtenu par un champ OH sera inversé de celui généré par un champ TD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Dn, par exemple, d'accord, l'éclatement qui est obtenu pour Dn sera inversé lorsqu'on passe en symétrie tétraédrique. Voilà des exemples, d'accord? Par exemple, le terme spectroscopique F3 d'une configuration D2, on vient de le voir. Lorsqu'on est en OH, symétrie octaédrique, voilà, le F3 va éclater pour donner T1, 3, T2, 3, A2, 3, dans l'ordre d'énergie croissante. Ok? Lorsqu'on est en TD, on vient de dire que ça va être inversé. Ben, c'est le cas. Tout à l'heure, c'était le T1, 3 qui était fondamental. Maintenant, il est devenu le terme le plus haut. Il est là. D'accord? Et le A2, 3 qui était excité tout à l'heure, il est devenu A2, 3. C'est le niveau 1 qui est bien sûr le plus bas maintenant, qui est l'état fondamental, bien sûr dans l'ère d'énergie croissante. Donc vous voyez ce que je veux dire par ça, c'est que lorsqu'on passe d'une représentation OH vers TD, d'accord, c'est-à-dire d'une symétrie OH vers une symétrie TD, il y a inversement des niveaux énergétiques. Il y a inversement des niveaux énergétiques, c'est-à-dire on passe bien sûr d'un certain classement vers un autre classement qui est tout à fait l'opposé, comme on vient de le montrer sur cet exemple. Alors maintenant, pour un champ de ligand de symétrie donné, on ne change pas de symétrie cette fois-ci. C'est-à-dire on garde par exemple OH. D'accord? Alors l'éclatement des niveaux d'une configuration DN sera l'inverse de celle de DN-10. D10-N, il y a une erreur ici. D10-N, excusez-moi. Par exemple, T2 et D8. OK? Alors, exemple, toujours D2, F3. On a vu tout à l'heure que c'est va éclater en T1, 3, T2, 3 et A2, 3 dans l'ordre d'énergie croissant. Mais D8, vous voyez que c'est toujours F3, mais qui va éclater et l'état fondamental, ce ne sera pas T1, 3, mais c'est A2, 3, c'est-à-dire l'état le plus excité dans D2. Et
l'état fondamental qui était fondamental au niveau de D2 deviendra état le plus excité, T1,3, dans l'autre équation. Donc ça veut dire quoi? Pour un ion Dn en symétrie OH, d'accord, le diagramme sera semblable à celui d'un D10-N en symétrie tétraédrique. Pourquoi ça? Parce que si vous comparez D2 et D8, D2 en tétra et D8 en octa, vous allez trouver exactement la même chose. C'est pour cela qu'il y a cette analogie. OK? Alors, maintenant, on va toujours parler de D2, OK? Et on va vous décrire le diagramme de Tanabe-Sugano correspondant à cette configuration. Donc, on a dit tout à l'heure, les termes spectroscopiques, ils sont là lorsque delta est égal à 0. Et après, lorsque c'est l'effet du champ qui est là, il y a éclatement de ces niveaux, comme vous le voyez ici. D'accord? Comme vous le voyez là. Et bien sûr, voilà. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les possibilités de transition entre les différents niveaux. OK? Ici, j'ai représenté les niveaux avec des traits horizontaux. D'accord? Et les transitions correspondant, on peut les observer aussi sur le diagramme. Alors, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la première transition, ce sera entre T1G3 et T2G3. Pourquoi il y a maintenant l'indice G? Parce qu'on est en symétrie octaédrique. On est dans une symétrie octaédrique. Donc, la première transition, ce sera T1G3 vers T2G3. On va la retrouver ici sur le diagramme. Voilà, elle est là. C'est le trait rouge qu'on vient de tracer. D'accord? C'est le trait rouge qu'on vient de tracer sur le diagramme. Donc, c'est entre T1G3 vers T2G3. Alors, la deuxième transition, elle est là. C'est entre T1G3 vers quoi? Vers T2G3. Voilà. Elle est là. T1G3 vers T1G3. Bien sûr, on a dit que l'origine, c'est pas le même. Par exemple, pour le dernier T, T2G3, ça provient du G. Et l'autre, c'était un G3, ça provient de F. Hein, d'accord? Il ne faut pas me dire que c'est la même chose. Non, non, c'est pas du tout la même chose parce qu'on a dit que l'origine sont différents. Alors, en dernier, la troisième transition, il va être entre quoi et quoi? Entre T1G3 et A2G3. D'accord? Et A2G3 qui est là-haut. Donc finalement, pour le vanadium 3 qui est un D2, on s'attend à avoir trois bandes d'absorption parce que ces trois bandes d'absorption correspondent aux trois transitions qu'on vient de voir ici devant vous. D'accord? Donc ce sont les trois transitions qu'on peut s'attendre pour, bien sûr, le vanadium 3 qui est un D2. Alors voilà le spectre, d'accord, d'absorption correspondant au vanadium. Alors vous voyez qu'il y a une première bande, une deuxième, et la troisième, on n'a pas observé. Pourquoi? Parce qu'il est à haute énergie. On verra comment et pourquoi on n'a pas pu l'observer. Pourquoi tout simplement? De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut voir après. Alors, donc, il y a un, deux, et la troisième n'est pas observée parce qu'on n'a pas pu l'enregistrer. Alors, ici, vous avez des roches qui donnent parfaitement la couleur des bandes qui correspondent aux bandes d'absorption qu'on a identifiées auparavant. Ils contiennent le vanadium 3 +. Alors, pour résumer tout ça, voilà, dans OH, on ajoute toujours le label G. Toujours. Par exemple, pour T, symétrie tétraédrique, il n'y a pas de G. OK? Alors, les termes spectroscopiques,
ils sont identiques pour Dn et D10 moins N. D'accord? Aussi, les termes spectroscopiques sont identiques pour des TD, c'est-à-dire symétrie tétraédrique, et symétrie OH. Donc au niveau des termes, ils sont tous identiques pour Dn et D10-N, et ils sont aussi identiques pour D10 moins N et Dn, bien sûr, comme je viens de le dire, excusez-moi, et ils sont aussi identiques pour une symétrie tétraédrique et une symétrie OH. Ils vont être inversés lorsqu'on passe de Dn à D10-N. Par exemple, D2 et D8. Vous voyez que les niveaux ont été inversés comme on l'a déjà montré auparavant. Ils vont aussi être inversés lorsqu'on passe d'une symétrie tétraédrique à une symétrie octaédrique. D'accord? Ils vont être inversés, comme vous le voyez ici, lorsqu'on passe de OH à TD. Et, bien sûr, ils vont avoir le même ordre lorsqu'on est en DNOH et lorsqu'on est en D10-N tétraédrique. D'accord? Alors, euh, après avoir expliqué ce que c'est qu'un diagramme de Tanabis-Sugano, on va essayer maintenant d'utiliser ces diagrammes de Tanabis-Sugano pour interpréter les spectres d'absorption. Donc, interpréter un spectre d'absorption signifie que l'on est capable d'identifier les termes excités atteints lors de chaque transition en considérant bien sûr le diagramme Tanabis-Sugano décrivant la configuration étudiée. Et on vient de voir ce qui se passe par exemple pour le, le vanadium, mais avant d'aller plus loin pour cet exemple, j'aime bien qu'on revienne à au cas du chrome qu'on avait déjà commencé et qu'on avait arrêté. Pourquoi ça? Parce qu'on n'avait pas les moyens d'interpréter son spectre d'absorption. Vous vous rappelez, on a vu que pour le chrome, il y avait deux bandes d'absorption et qu'on n'a pas pu identifier. Mais maintenant, une fois qu'on a étudié ce que c'est que le diagramme Tanabis-Sugano, je crois qu'on va pouvoir le faire. Donc une interprétation qualitative du spectre de CR H2O 6 fois 3+, alors le CR 3+, c'est un D3, est la suivante. Alors le terme fondamental, si vous regardez le D3, voilà, attendez, je vais y aller, voilà. Donc le terme fondamental, ce sera F4, ici pour la configuration D3. D'accord? Vous pouvez le voir, comme ici. Et bien sûr, F4 va éclater pour donner A2G4. Il va donner T1G4. Et il va donner aussi T2G4. Voilà. Il va donner donc 3. Je reprends. Il va donner le niveau fondamental qui sera A2G4. Il va donner le premier niveau excité, ce sera T2G4. Et le dernier niveau excité, T1G4. Pardon. Voilà. OK? Alors, comme on vient de le dire, le terme fondamental est A2G4. Et c'est un terme qui est issu de la configuration la plus basse énergie, c'est-à-dire T2G3. La configuration excitée la plus basse est celle qui correspond à la configuration T2G2, E1G1.
Et bien sûr, la répulsion électronique va créer deux termes spectroscopiques de même multiplicité de spin, à savoir le T2G4 et le T1G4. Et par conséquent, si je reviens au diagramme de Tanabe-Sugano, je vois que il y aura une première transition entre A2G4 vers le, le premier niveau excité où on respecte la multiplicité bien sûr, à savoir T2G4, et l'autre bande d'absorption, ça va être entre A2G4 vers le T1G4. D'accord? Voilà. Donc les deux transitions qu'on va avoir dans le visible c'est ce qu'on a déjà vu d'ailleurs, vous l'avez déjà dans votre cahier, ok? C'est entre, la première transition c'est entre A2G4 vers T2G4 et la deuxième transition c'est entre A2G4 vers T1G4. Voilà. Alors, une troisième transition devrait être observée correspondant à la transition entre l'état fondamental A2G4 et le terme T1G4. C'est-à-dire, voilà. Alors, on vient de dire qu'il y a une première transition A2G4 vers T1G4. La deuxième transition, c'est entre A2G4 vers T1G4. Et la troisième transition, c'est entre A2G4 vers normalement T1G4 qui est ici. Et qu'on ne l'a pas observé, pourquoi? Parce que tout simplement, il est haute énergie. D'accord? Donc, une troisième transition devrait être observée, correspondant à la transition entre l'état fondamental A2G4 et le terme excité A1G4. Le, le plus haute énergie. D'accord? Et dans le fait, cette transition est trop énergétique et en énergie pour être observée dans le domaine du visible. Donc, c'est une transition qu'on n'a pas vue. Et c'est exactement ce que vous avez vu sur le spectre d'absorption. Il n'y avait que deux bandes. Alors, on remarque que l'on a volontairement négligé transition vers les formes excitées EG2 et T1G2. En effet, les transitions du transition fondamentale A2G4 vers ces deux termes de même énergie ont une transition qui modifie le spin. Et bien sûr, les règles de sélection nous disent que ces transitions sont interdites. C'est pour cela que ce type de transition est interdite selon la règle de sélection, donc a priori non observable. Alors, si maintenant on examine le spectre de manière attentive, on constate qu'il y a un petit épaulement dans le pied de la bande d'absorption correspondant à la transition A2G4 vers T2G4, situé en dessous de 16 000 cm-1. Vous avez déjà les valeurs dans votre cahier correspondant à cette transition. Alors cet épaulement correspond en fait à une transition A2G4 vers EG2T1G et qui est peu intense et est masqué par la transition qui est permise du spin, c'est-à-dire la transition A2G4 vers T2G4. D'accord? Et pourquoi on a observé ça? Parce que des mécanismes de relaxation mentionnés au début de ce chapitre, bien sûr, sont à l'origine de son observation. Alors j'espère que vous vous rappelez des mécanismes de relaxation, comme j'ai déjà donné en cours, et bien, ce sont ces mécanismes-là qui nous permettent d'observer ces petits épaulements. Et bien sûr, c'est tout à fait normal qu'on l'observe. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, mais avec une intensité tout à fait faible. Alors, une fois qu'on a analysé d'une façon qualitative ces spectres, on va maintenant passer à l'interprétation quantitative du spectre, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer la valeur de delta et de P. D'accord? On va déterminer deux inconnus. D'accord?
delta et de P. Pour cela, nous allons effectuer une résolution graphique. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose, c'est que la courbe de la pente de, sur le diagramme Tanabe-Sugano de la transition T2G4, elle est égale à 1. C'est-à-dire que vous avez la première transition de A2G4 vers T2G4 qui est devant vous, là. Cette transition correspond bien sûr à la première longueur d'onde, la première énergie, c'est-à-dire l'énergie de 17 400 cm moins 1. Alors, sur le diagramme Tanabe-Sugano, nous remarquons sur le diagramme que la pente du premier état thermique cité T de G4 est égale à 1. C'est-à-dire que vous avez E1 sur B est égal à 1 fois delta sur B. OK? Et par conséquent, on peut éliminer le B de part et d'autre et on obtiendra directement E1 est égal à delta. Et par conséquent, la première transition nous donne directement la valeur de delta, soit delta est égal à 17 400 cm moins 1. Pour estimer maintenant B, nous allons calculer le rapport E2 sur B sur E1 sur B. Et lorsqu'on fait ce rapport, on va éliminer le B, il nous restera E2 sur B. Alors E2, il a une valeur de 24 600 cm moins 1 et E1, il a une valeur de 17 400 cm moins 1, ce qui donne un rapport de 1,41. Alors cette astuce nous permet d'éliminer l'inconnu B sur un des axes. D'accord? Et par conséquent, on aura directement la valeur de E2 sur B qui est égale à 1,41. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va choisir une valeur de delta sur B au hasard. Et on trace la verticale de telle sorte à repérer E2 sur B et E1 sur B qu'on va lire directement sur l'axe des ordonnées. Et après, on effectue le rapport. Si on trouve que ce rapport est égal à 1,41, ça veut dire que le choix de delta sur B est bon. Sinon, on change. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on répète, bien sûr, sur le diagramme de Tanabe-Sugano, la verticale pour laquelle on aura la valeur de E2 sur B par ce qu'on appelle la méthode des essais et des erreurs. Et quand il est trouvé, il suffit de lire direct sur l'axe des abscisses la valeur de delta sur B. Alors pour mon cas, j'avais trouvé que delta sur B est égal à 25. Et ça m'a permis d'avoir la valeur de B facilement. Une fois que je connais delta sur B est égal à 25, je connais déjà delta, donc je peux trouver directement la valeur de B qui va être égale à 700 cm moins 1. Voilà. Donc après avoir interprété le, le spectre d'absorption correspondant au chrome 3+, entouré de l'eau dans un environnement octaédrique, on va traiter un autre exemple, plutôt d'autres exemples, à savoir D2 et D6. Pour D2, l'énergie des termes issus de la configuration D2 sont là devant vous. Voilà. F3, T1, P3, G1, S1. Et avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous introduire une petite notion qui va être utile par la suite, à savoir
L'écart énergétique entre le terme fondamental et le terme excité de même multiplicité de spin s'exprime en fonction de B uniquement. Exemple, si vous regardez F3, normalement c'est A moins 3, pardon, A moins 8B. Et P3, c'est A plus 7B. Si je fais la différence entre P et F, A plus 7B moins A plus 8B, ça va nous donner 15B. Donc c'est ça la relation, delta E est égal à 15B. Ça, on va pouvoir l'utiliser par la suite dans les diagrammes. Alors, maintenant, l'ion vanadium 3+, dans un environnement octaédrique de l'eau, donc VH2O 6 fois 3+, d'accord. Alors vous voyez qu'il y a combien de bandes? 1, 2 bandes. La première bande, elle est située à 17 200 cm moins 1. La deuxième est située à 25 600 cm moins 1. OK? Alors, sur le diagramme Tanabe-Sugano qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Donc vous voyez que le terme fondamental, ce sera T1. Voilà. Ce sera T1, 3. OK? Voilà. Donc T1, 3, c'est le terme fondamental. Premier état excité correspondant à E1, ce sera donc T2G3. Donc la première transition T1G3 vers T2G3. La deuxième bande correspond à la transition de T1G3 vers T1G3 qui provient de P. Et éventuellement, il y a une autre transition qu'on n'a pas vue sur le spectre qui correspond à la transition T1G3 vers A2G3. OK? Alors, la relation qu'on a montrée tout à l'heure, elle existe aussi ici. Donc, la différence d'énergie entre le niveau P3 et P3, ça donne 15B. Pour l'ion libre, interaction, bien sûr, que vous regardez ici, qui est toujours vrai. OK? Donc, une relation très utile pour l'analyse des spectres dit que la différence d'énergie entre le terme d'état fondamental F d'un ion libre et les termes excités P de même multiplicité, comme on le trouve pour les configurations D2, D3, D7 et D8. Il est toujours égal à 15B, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est les transitions qu'on a mis en évidence, les trois transitions. Voilà. Et ce qui est en rouge, c'est le E sur B. E1 sur B est égal à 26, E2 sur B est égal à 39, E3 sur B est égal à 54. Voilà. Alors, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ont tracé la variation de E1 sur B en fonction de la valeur de delta. Et une fois qu'on a ce diagramme, pour chaque valeur de delta, on peut déduire directement la valeur de E1 sur B. Alors, dans notre cas, on a la première bande, il est situé à 17 200. Et la deuxième bande est située à 25 600. Donc, si on fait le rapport, ça va nous donner 0,67. Donc, je cherche ici 0,67. Et après, je tire directement la valeur de delta sur B. Donc, ça nous permet d'avoir directement la valeur de delta sur B. Et ça va nous aider, bien sûr, par la suite pour déterminer la valeur de B. Voilà. Donc, sur le diagramme Tanabe-Sugano, la verticale delta sur B est égale à 28, fournie. E1 sur B est égal à 26 et E2 sur B est égal à 39.
Donc B va être égal à 661, 656 en moyenne, ça va donner delta, B plutôt, est égal à 659. Et une fois qu'on a B, on peut directement trouver la valeur de delta. Il suffit de remplacer, bien sûr, delta sur B est égal à 28 par l'expression qui est ici, là. Ça nous donne directement la valeur de delta O. B, il est connu. 28, on l'a, delta sur B, on l'a déjà trouvé. Donc, vous avez directement la valeur de delta de 18 450 cm moins 1. Et le paramètre de Johnson, bêta, est égal à B, qui est ici qu'on vient de trouver, la B moyen, 659, sur B de l'ion libre. Ça va nous donner 0,76. Et il faut se rappeler de ce valeur de P, ça indique le type de covalence de la liaison. Mais le détail de tout ça, on va le voir en TD, Inch'Allah. D'accord? Alors, la troisième transition maintenant, on ne l'a pas vu expérimentalement, mais on a pu la détecter sur le diagramme de Tanabe-Sugano. Si on connaît bien sûr le E 3 sur B et on connaît B, on peut directement trouver la valeur de E3 qui va être égale à 35 600 cm moins 1. OK? Et bien sûr la longueur d'onde correspondante de 181. OK? Alors là, vous voyez que malgré que expérimentalement on n'a pas pu observer cette transition, mais on a pu la mettre en évidence à l'aide du diagramme Tanabe-Sugano. D'accord? Et expérimentalement, on n'a pas pu l'observer parce qu'il est trop énergétique et aussi parce qu'il est masqué par le transfert de charge. Mais concernant le transfert de charge, je ne dis rien pour le moment parce qu'on va le voir en détail par la suite. D'accord?